et de Manicouagan. D'entrée de jeu, Madame la Présidente, j'indiquerai que je vais partager mon temps avec la députée d'Edmonton-Strathcona. Et je formule le souhait que ma présente intervention jouisse du même intérêt médiatique que les gestes posés lors des dernières journées. La présentation de cette motion sera modulée selon l'approche mise de l'avant lors de mes précédentes allocutions. Parce que, Madame la Présidente, vous allez pouvoir en attester, j'ai fait plusieurs interventions à cette Chambre depuis mon entrée en scène le 2 mai 2011. Et d'ailleurs, pour mes détracteurs et ceux qui seraient intéressés, vous pouvez aller vérifier mon état de compte sur openparliament.org et j'ai près de 7 pages de compilés au niveau de mes interventions. Il est à noter que l'analyse des matières incombant aux conditions de vie des communautés aborigènes au pays se prête bien aux considérations empiriques et à la mise en relief des subtilités culturelles. À l'instar de mes précédentes interventions, Madame la juge, je vais ramener le discours à sa plus simple expression et je vais m'attarder aux réalités telles que vécues dans les communautés et sur les rues de ma réserve natale. Et c'est un peu en lien avec la culture orale dans laquelle je suis issu. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse tenue par le panel sur l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations. À mon grand étonnement, les porte-paroles de l'organisation visée ont abordé nombre de points qui témoignent d'une avancée culturellement pertinente permettant l'identification des éléments faisant obstacle à la scolarisation de la jeunesse sur les réserves indiennes. Quelquefois dans mes interventions, Madame la Présidente, je fais mention de pertinence culturelle et d'approche culturellement intégrée, et c'est un peu sur ces éléments-là que je vais insister aujourd'hui, puisque les efforts étatiques qui s'observent dans les communautés afin de favoriser l'adhésion et la poursuite des études auprès de la jeunesse se doivent d'être des mesures qui tiennent en compte, qui prennent compte des réalités parfois difficiles telles qu'elles sont vécues par les jeunes des communautés, et c'est donc une approche qui doit être de terrain. Le simple fait que ce panel, lors de la rédaction de son rapport, se soit attardé aux causes réelles de l'absentéisme et du décrochage scolaire dans les communautés se doit d'être acclamé. Lors de cette conférence de presse, les intervenants ont également souligné une des plus grandes forces démontrées par la jeunesse vivant dans des conditions adversariales, à savoir la résilience. Et c'est d'ailleurs une des plus belles preuves de résilience que je fais ce matin, malgré le fait que des médias à la solde de l'industrie ont tenté de me mettre à terre. Je suis encore là aujourd'hui et il faut comprendre que j'ai mangé dans les poubelles dans ma jeunesse et donc rien de neuf sous le soleil, ça me prend plus que ça pour essayer de m'écraser. Ces concepts même d'adversité et de résilience seront les éléments centraux de mon intervention, puisque les obstacles à l'apprentissage se perçoivent au quotidien de la jeunesse des Premières Nations. L'un des principaux obstacles réside dans le mode de vie cyclique s'étant graduellement imposé au sein des réserves indiennes canadiennes. Lorsque je fais mention de ce mode de vie cyclique-là, je fais bien sûr référence, dans ma langue on appelle le Meechum Shonion. En fait, c'est des prestations d'aide sociale et la vie dans les communautés, dans les réserves modernes est modulée selon ce versement-là d'aide sociale. Donc, les enseignants dans les communautés pourraient attester de ce fait. L'absentéisme dans les classes est beaucoup plus marqué le 1er et le 15 de chaque mois, puisque les chèques sont déposés le 1er et le 15. Donc, les parents qui sont dysfonctionnels durant cette période, et je vous indiquerai plus tard que c'est quand même une bonne partie de la population qui sont dépendants de ces transferts-là fédéraux, les enfants, ultimement, vont subir les contre-coups de cette dysfonction-là et ne se présenteront tout simplement pas à l'école, puisque il y a des problématiques à même essayer de s'alimenter le matin et de se préparer. Donc, on parle d'enfants en bas âge, de l'école secondaire et de l'école primaire. Cet état de fait se doit d'être pris en compte lors de l'implémentation de programmes scolaires adaptés aux réalités des communautés aborigènes au pays. La tâche incombant aux enseignants et intervenants appelés à œuvrer auprès des réserves éloignées et durement éprouvées sur le plan social en est une d'envergure. Il importe donc d'insister sur la nécessité d'outiller adéquatement les établissements d'enseignement afin de répondre aux besoins des étudiants au cheminement particulier.
Maintenant, quand je dis cheminement particulier, je ne fais pas nécessairement référence au cheminement scolaire, mais bien au cheminement de vie, puisque les enfants, dès leur tout jeune âge dans les communautés, sont exposés à des éléments. C'est pas toutes les communautés, mais je vais me baser sur mon expérience personnelle, sur les communautés Uashat, Malio et de la Basse-Côte-Nord. Les enfants sont exposés sur une base régulière à des éléments déviants, à des éléments délétères, à des comportements qui seraient jugés inacceptables selon des normes contemporaines, mais dans les communautés, ça en devient banalisé, puisque c'est au quotidien. Donc, ces jeunes-là ont un vécu qui diffère sensiblement de celui des autres jeunes Canadiens, et les enseignants qui seront appelés à se déplacer et venir travailler, parce que c'est souvent des étudiants, des enseignants de l'extérieur de la communauté, devront faire cette étude-là et être préparés à faire face à cette réalité-là, parce que les jeunes, ça se témoigne dans leur comportement et dans leur psyché. Voilà. Le caractère dysfonctionnel de nombre de communautés autochtones au pays est en partie lié au taux de désœuvrement et de dépendance à l'endroit des organismes de gestion tribaux. À titre d'exemple, dans ma communauté, c'est plus de la moitié des individus en âge d'être économiquement actifs, soit à 16 ans et plus, qui sont dépendants du Meechum Chonial. Comme je disais, Meechum Chonial, c'est l'argent pour manger. Si on traduit en français, c'est les transferts d'aide sociale. Cet état de fait pousse, dans certains cas, les dirigeants tribaux à dévier le financement vers d'autres priorités identifiées par les conseils de bande. Maintenant, à titre d'exemple, parce que j'aime bien donner dans le concret, je vous indique le cas d'une communauté dont je vais taire le nom parce que c'est tout de même assez infamant, mais d'une communauté de ma propre circonscription qui a annoncé qu'en raison de coupures budgétaires ou de restrictions au niveau financier, se devait de restreindre les jours de cours de l'école secondaire à 4 jours par semaine. Afin de pallier à ce manque de liquidité. Donc, c'est ultimement les jeunes qui vont subir le coût, les contre-coups de ce genre de mesures-là. C'est du concret. Les efforts investis à la mise en œuvre de politiques portant sur le système d'éducation des Premières Nations se doivent d'inclure l'assurance que les fonds alloués à l'éducation ne soient utilisés qu'aux fins des programmes éducationnels visés. Loin de ne limiter mon intervention qu'au cas des élèves fréquentant les établissements d'enseignement de niveau primaire et secondaire situés dans les réserves, je transposerai mon raisonnement au cas impliquant les étudiants de niveau post-secondaire qui doivent le plus souvent s'exiler de leur communauté d'origine afin de poursuivre leur cheminement académique. Ces étudiants, tout comme ceux vivant sur réserve, ont droit à une éducation de qualité qui tient compte des charges additionnelles incombant aux jeunes aborigènes désirant accéder aux études supérieures. Maintenant, je vais introduire un aspect bien personnel, mon exemple. Moi, j'ai quitté ma communauté d'origine au début 2000 pour aller poursuivre mes études collégiales. Par la suite, j'ai rejoint les rangs de la faculté de droit de l'Université Laval et en tout et partout, j'ai passé 6 années dans la ville de Québec. Je vous dirais que mon premier contact ne s'est pas fait sans friction. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à la vie en monde urbain. Et les réalités dans lesquelles j'avais grandi m'ont suivi durant ces années-là. Pour vous donner un exemple bien concret, les jeunes qui doivent étudier à l'étranger ou à l'extérieur sont dépendants des transferts du conseil de bande en matière d'éducation. Sont donc des rentiers. Mais imaginez-vous les problématiques lorsque l'on veut louer un appartement et que la seule source de revenus est des rentes d'un conseil de bande. Donc, je vous laisse deviner qu'il y a un nombre de portes se sont fermées devant moi. Et ultimement, j'ai fini en résidence. Mais c'est seulement une des embûches auxquelles doivent faire face les étudiants qui désirent accéder aux études supérieures. C'est sans compter la rupture avec le mode de vie traditionnel et la distance qui les sépare de leur communauté d'origine. Sur ce, je vous soumets le tout humblement et je tenais à préciser que c'est pas parce qu'on a la tête penchée sur son BlackBerry qu'on dort nécessairement à son bureau. Yame Wonepishik. Questions and comments. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires autochtones. Et je voudrais dire que j'apprécie le discours de le membre opposé. Ma question, c'est la période des questions. OK, pas lui. OK. J'ai un commentaire et une question brièvement. Le 9 juin, le ministre et le chef national de l'Assemblée des Premières Nations
Sean Atleo, ont annoncé un plan d'action conjoint Canada et Premières Nations visant à améliorer la qualité de vie des membres et spécifiquement l'éducation a été identifiée comme une priorité parmi les plus importantes. Et aussi, le 24 janvier 2012 marquait la tenue, bien sûr, de la rencontre historique entre la Couronne et les Premières Nations. Et encore une fois, l'éducation était bien identifiée comme une priorité entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada. Ma question pour le membre opposé, et c'est quand même simple, oui ou non, est-ce que c'est la première et la plus importante étape pour vérifier que nous avons une relation ensemble et l'intention mutuelle de travailler ensemble pour construire un système d'éducation dans chaque province et pour le bénéfice de chaque Première Nation au Canada. Est-ce que c'est important de prendre les deux étapes au départ? L'honorable député de Manicouagan. Je remercie mon confrère pour sa question et oui, c'est d'une importance capitale. D'ailleurs, je souligne la qualité de votre français au passage, première fois que je vous entendais. Maintenant, il va falloir que cette volonté-là étatique se transforme en mesures concrètes, parce que des vœux pieux, on en entend depuis les 50 dernières années. Maintenant, visiblement, les choses se passent à fond, c'est-à-dire que l'intérêt est marqué pour les questions aborigènes. J'en suis un bon témoin ce matin, mais il va falloir véritablement que cette volonté-là se traduise en efforts concrets et en mesures inclusives à l'égard des Premières Nations. Questions et commentaires. The honorable member for... Le député de York Sud-Weston. Merci, Madame la Présidente. Mon collègue de Manicouagan et ma collègue d'Edmonton-Strathcona nous ont accompagnés dans une visite d'une réserve de l'Ontario. L'éducation était la grande priorité. On y a créé une école d'immersion dans langue autochtone pour les étudiants du secondaire. On a bâti une école polytechnique, mais le gouvernement ne cesse de lui mettre les bâtons dans les roues. Le gouvernement a retiré la valeur de ces bâtiments de l'argent accordé pour les enfants. Le gouvernement a refusé d'engager un surintendant pour le système scolaire et on nous a dit qu'il y avait 8000 enfants qui attendaient de pouvoir fréquenter des écoles postsecondaires. La liste d'attente est si longue qu'elle est maintenant pleine. On ne peut même plus y ajouter de nom pour l'enseignement postsecondaire. Le député peut-il commenter? Je remercie mon collègue de sa question. Maintenant, si je base le tout sur mon expérience personnelle, je ne pourrais pas parler pour d'autres communautés, semble-t-il, et c'est un bon signe si il y a tellement de gens qui veulent se rendre aux études supérieures, mais par chez moi, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Le taux de diplomation est 2 fois moindre que dans d'autres communautés à la grandeur du Canada. Maintenant, je pense que l'État canadien devrait se soucier de cet intérêt marqué pour certaines communautés et pour les membres de ces communautés afin d'accéder aux études supérieures et d'investir des fonds. Quelquefois, ces mesures-là se traduisent concrètement en injection massive de fonds et je pense que c'est un des cas patents. Donc, il y a certaines situations qui méritent amplement que des fonds supplémentaires soient investis afin que chacun des élèves aborigènes qui désirent se prévaloir de son droit à l'éducation le fasse de façon adéquate. Questions and comments? Observations très brièvement. Le député de Lethbridge. Merci. Vous avez dit que les gens des communautés des Premières Nations dépendent du financement fédéral pour leur éducation. Je comprends que c'est le cas. Avez-vous des idées quant à ce qui pourrait les aider à l'avenir à être moins dépendants du financement fédéral et plus autonomes pour l'éducation, pour le financement de l'éducation? Et de Manicouagan, une très brève réponse. Une très brève réponse. Je remercie mon confrère de sa question. Maintenant, j'ai une piste de solution, mais elle n'implique pas nécessairement le pillage des ressources naturelles à titre d'agent de développement économique. Donc, il va falloir qu'on se tourne vers d'autres modes de financement afin de s'assurer que ces programmes-là soient adéquatement financés. Resuming debate.